d'abord, je suis vraiment déshonoré d'être parmi vous dans mon deuxième pays, le Maroc, pour vous présenter notre offre de services, en particulier celle relative à la technopédagogie, à l'éthique. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier tout le personnel de l'AUF ici au Maroc, encore à leur tête, donc M. le directeur général, M. Koubani, tous les autres collègues, donc Mostafa, Abdou Basset, et vraiment tout le monde. Merci beaucoup. Donc, dans ma présentation, donc, je sais que vous avez été bombardés de beaucoup d'informations depuis ce matin. Donc, l'heure du déjeuner approche. Donc, ma présentation, je vais essayer d'être un peu bref, dans la limite du possible. Donc, elle s'intitule Transformation numérique des formations, conseil, accompagnement et formation techno-pédagogique. Donc, en fait, je vais revenir peut-être avec plus de détails de ce que M. le directeur a présenté donc, ce matin. Alors, donc, comme je viens de le dire, donc je vais mettre l'accent sur l'offre de services en technopédagogie. Les 5 grands axes sont le développement des catalogues de formation internationale de l'AUF, le renforcement de compétences en éducation numérique, le volet conseil, expertise et assistance technopédagogique, donc le volet promotion de la recherche et innovation en éducation numérique, et je vais terminer avec les services qu'offre le laboratoire, donc multimédia pédagogique. Donc je commence par le premier volet, qui est le développement des catalogues de formation internationale. Donc là, il y a 2 grandes activités pour cet axe, pour ce volet. Donc le premier, c'est d'alimenter le catalogue donc, par des formations de qualité. Et ça se fait comme vous l'avez déjà, donc, vous le connaissez peut-être, et vous l'avez entendu ce matin à travers des appels à projets compétitifs qui sont lancés annuellement. Mais comme vient de dire aussi M. le directeur, donc vous pouvez aussi candidater hors période de l'appel à projet. Donc je vais revenir au détail là-dessus. Mais là, vous n'allez pas bénéficier d'un appui financier. Et le deuxième aspect aussi, donc enrichir le catalogue c'est bien, mais il faut aussi évaluer les formations existantes, donc justement pour garder de la belle qualité donc, de l'ensemble des formations au niveau du catalogue. Donc là, c'est une action, je ne vais pas vraiment en parler beaucoup ici, on est en train de la développer et on est en train, donc, on va commencer l'élaboration d'un système, d'un référentiel, donc justement pour une évaluation donc objectif des formations existantes dans le catalogue. Alors, donc je rappelle brièvement les objectifs des appels à projets, que ce soit pour les formations diplômantes et qualifiantes, ce sont les mêmes, dans des idées donc justement pour préparer les dossiers de candidature. Donc sans entrer dans le détail, donc c'est l'internationalisation des formations universitaires, c'est le soutien et l'accompagnement aux initiatives de transformation numérique, c'est-à-dire l'usage du numérique donc, pour la formation et l'enseignement, et aussi c'est le renforcement de la synergie, de la solidarité active entre les établissements membres. Par ailleurs, dans les appels à projets, un atout important dans l'évaluation, c'est que le projet soit présenté sous la forme d'un consortium comprenant plusieurs établissements. Donc, maintenant, je vais parler de l'appel à projet 2024 pour les formations diplômantes, qu'on appelle dans le langage courant FOAD. Donc, l'appel à projet pour cette année 2024, donc, il a été ouvert donc, le 5 février et a été clôturé donc, le 4 avril. Donc, vous voyez tous les appels à projet. Ils appellent la projet pour les formations, qu'elles soient qualifiantes ou donc diplômantes, donc elles sont ouvertes au tout début de l'année pour les raisons que je pour cette année, quelles sont les formations qui sont concernées? Parce qu'on va voir qu'il y a une petite différence avec les formations qualifiantes. Donc des formations totalement nouvelles qui n'existent pas déjà.
Des formations qui existent dans un format présentiel ou hybride, mais qui nécessitent quand même une transformation donc, numérique pour qu'elles soient prêtes à intégrer le catalogue des formations donc, totalement à distance, mais aussi des formations qui existent déjà dans un format qui est totalement distanciel. Donc ça, ce sont les trois catégories de projets qui peuvent candidater, qui peuvent donc se mettre dans le cadre de l'appel à projet FOAD pour l'année 2024. Quelques chiffres clés, donc rapidement pour l'appel de cette année. Donc on a reçu 47 dossiers, 46 dossiers donc, sont éligibles parce qu'il y a donc des conditions d'éligibilité de 5 régions. Donc 12 pays sont représentés, 23 établissements membres, 7 domaines de formation et au total donc 64 formations ont été soumises dans le cadre de cet appel à projet. Donc, dans la lecture des chiffres que je ne vais pas vraiment lire toutes pour les domaines, donc vous voyez qu'il y a prédominance des domaines de mathématiques, informatique et sciences de l'ingénieur, contrairement aux formations qualifiantes où c'est plutôt les sciences de la santé qui sont prédominantes. Et en termes de niveau de formation, ce sont les formations de niveau master, donc M2 et M1, donc M2 particulièrement, mais aussi M1 qui sont prédominants. Donc ça pour donner des idées. Donc maintenant, si on va donc plus en détail, donc là c'est une répartition par pays. Donc vous voyez que l'Afrique de l'Ouest, elle a vraiment la part du lion, hein, avec pratiquement 31 dossiers sur 46 et 41 formations sur 64. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, donc voici les chiffres. Donc il y a 8 dossiers qui ont été déposés, un dossier de l'Algérie, 3 dossiers du Maroc, du même établissement, de la même université, et 4 dossiers donc, en Tunisie de 4 établissements différents. Donc ce qui fait au total 12 formations ont été déposées par l'établissement membre de l'Afrique du Nord, qui sont réparties 7 formations provenant de la Tunisie, 3 du Maroc et 2 donc, de l'Algérie. Là, vraiment, peut-être qu'il y a un effort à faire, surtout de notre côté, donc, pour promouvoir et pour sensibiliser concernant donc, la soumission ou le déploiement donc, de formations provenant donc, de l'Afrique du Nord, mais aussi du Maroc, pour les catalogues de formation, qu'elles soient diplômantes, mais aussi on va voir aussi pour les formations qualifiantes. Peut-être je vais dire un mot très rapide sur l'évaluation. Donc ces dossiers ont été évalués. Et donc comme vous voyez, il y a 46 dossiers, donc il y a à peu près 26 dossiers qui sont retenus. Donc pour ce qui est de l'Afrique du Nord, sur les 8 dossiers déposés, donc il y a 6 dossiers retenus, quand même ça représente un bon ratio. Donc je passe maintenant pour l'appel à projet des formations qualifiantes. Donc les formations qualifiantes sont bien sûr différentes des formations diplômantes, ce sont des formations non diplômantes, ce sont des formations courtes, c'est-à-dire moins d'une année. Et là, on a exigé, comme déjà pour les formations diplômantes, qu'elles doivent être habilitées. Donc là, on a exigé qu'elles soient des formations qualifiantes qui donnent lieu à des certifications, à des certificats, à la délivrance de certificats, mais non seulement des formations qualifiantes avec des attestations, donc de simple attestation de participation. Bien sûr, la délivrance totale à distance, donc ça c'est un critère commun aux deux types de formation. Là, c'est vraiment le premier appel à projet, hein, 2024, parce que pour les formations qualifiantes par l'établissement membre, hein, là c'est vraiment très important, ce sont des formations qualifiantes qui sont proposées par l'établissement membre. En 2023, comme l'a expliqué monsieur le directeur, on a organisé un atelier pilote pour lequel on a sélectionné dans quelques formations qualifiantes, non certifiantes pour leur majorité, pour intégrer le catalogue en tant qu'expérience pilote. Donc ça, c'est le premier appel à projet. Et pour ce premier appel à projet, donc on a mis la barre assez, déjà au début assez haute. Là, vraiment,
on a exigé que les formations soient existantes. Parce que pour les formations diplômantes, on a accepté même pour la paix 2024, je ne sais pas pour 2025, les formations nouvelles qui n'existent pas déjà, qui nécessitent vraiment tout le processus de construction pédagogique, numérique, et transformation numérique et tout ça. Donc là, des formations existantes en tant que formation à distance qui ne nécessitent pas d'appui, ou des formations existantes et qui nécessitent une transformation numérique. Donc ça peut être des formations présentielles ou des formations donc, hybrides. Alors, donc les dates, donc vous voyez, ça, les dates là, ça a démarré en mars, donc c'est toujours au premier trimestre de l'année. Donc il y a un mois de décalage entre les deux pour une question de visibilité. Pour les chiffres clés, donc pour les chiffres clés, là, on a 13 dossiers, on a reçu 13 dossiers de 5 régions, 7 pays sont représentés, 4 domaines de formation avec une prédominance des sciences de la santé qui proviennent en grande majorité de l'Université de Montréal, et 8 établissements membres, et au total 31 formations. Alors, donc, pour les statistiques détaillées, donc vous voyez, donc là il y a une prédominance de la région des Amériques avec le Canada, l'Université de Montréal, mais prenons le cas de l'Afrique du Nord, donc uniquement la Tunisie qui a présenté 3 dossiers et une formation par dossier. Donc 3 dossiers sur 13, bon, et 3 formations sur 31, donc c'est assez peu. Malheureusement, il n'y a pas donc, de dossiers provenant d'établissements membres d'autres pays, donc de l'Afrique du Nord, tels que le Maroc, l'Algérie. Aussi, donc, les délibérations viennent juste d'être faites pour cet appel à projet, donc juste aussi pour vous informer, il y a quelques jours. Et donc sur 31 formations, il y a 29 formations qui ont été acceptées. Alors, donc, maintenant, pour justement, pour l'accompagnement à l'intégration des formations, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour cet accompagnement, en fait, il peut se faire dans 3 phases du cycle de vie d'une formation. Donc on peut vous accompagner dans le montage du projet. Donc on vient de mentionner sur la salle. Donc vous avez une idée de projet, peut-être vous ne maîtrisez pas encore donc, le processus, vous avez lu l'appel à projet, donc vu les documents, je vais revenir tout à l'heure, et vous souhaitez vraiment donc, plus de détails, un accompagnement ou un coaching pour ça. Donc là, on est à votre disposition. Donc ça peut se faire donc, en présentiel, en temps réel, comme on l'a fait, et on l'a fait aussi donc, à distance, et on peut combiner, on a combiné aussi donc, les deux modes, jusqu'à ce que votre proposition donc, soit prête pour être soumise voilà, pour évaluation. Mais aussi, il y a de l'information et de la communication, là, parce que l'accompagnement approfondi dans le coaching et ainsi de suite, mais si vous avez des questions et des interrogations, là, donc, notre équipe elle est aussi à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, soit par email ou tout autre moyen de communication. Donc maintenant, une fois que votre formation elle a été retenue ou elle a été acceptée et qu'elle nécessite donc, une préparation avant d'intégrer le catalogue, donc principalement une transformation numérique, donc là, on a un certain nombre donc, de types d'accompagnement qu'on vous propose. Donc le premier, là, suite au dossier que vous avez présenté, donc on va aller plus de détails pour mieux cerner vos besoins. Donc, si vous avez demandé un appui financier sous forme de subvention, donc là aussi, on va ensemble peaufiner le budget et aussi donc vous accompagner et faire le suivi avec vous pour la mise en œuvre des activités indiquées ou mentionnées dans la fiche budgétaire. Il y a de l'accompagnement et de l'assistance technopédagogique aussi. Si vous avez besoin de renforcement de compétences dans des thématiques bien particulières aussi, là.
Et bien sûr, si vous avez donc des besoins en termes de plateforme d'apprentissage en ligne, là aussi, donc, on peut vous aider dessus. Une fois la formation elle est dans le catalogue, elle est déployée, c'est-à-dire elle commence à être délivrée, donc là aussi on continue à vous apporter notre accompagnement. Donc c'est un accompagnement, une assistance technopédagogique, ça aussi renforcement de compétences, des formations, des besoins de formation qui peuvent naître donc, en ce moment-là, mais aussi donc peut-être la gestion de plateformes pédagogiques en ligne qui sont utilisées pour la délivrance de la formation. Alors, juste une idée rapide sur ce que vous pouvez faire, ou le soutien de l'AUF pour la phase de transformation numérique. Donc, le soutien de l'AUF, il peut comprendre l'acquisition d'équipements à usage technopédagogique, l'acquisition de logiciels et de services en ligne à usage technopédagogique. Si vous souhaitez aussi produire des ressources pédagogiques numériques, ou même les acquérir, donc, mobilisation d'expertise, donc accompagnement assistance, mobilisation d'expertise, peut-être pour revoir les modules, l'organisation, donc pédagogique et ainsi de suite, pour qu'elle soit alignée avec les exigences, donc les modes distanciels. Et bien sûr, la formation, l'accompagnement à la mise en place donc, des plateformes pédagogiques, mais aussi l'accès au laboratoire multimédia de l'AUF dans les implantations équipées. Donc, ce que je veux vous signaler, c'est que vous pouvez, ça c'est à la carte aussi, vous pouvez donc choisir un ou plusieurs types de soutien de l'AUF, selon les besoins et les spécificités de votre projet. Donc maintenant, pour préparer un projet, peut-être je vous donne une idée sur qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que contient le dossier. Donc rapidement, M. le directeur en a parlé, mais donc je vais balayer ça rapidement. Donc il faut des lettres d'engagement de l'établissement porteur, ou si c'est un consortium, c'est-à-dire plusieurs établissements, des PHA, donc les premiers donc responsables des établissements. Il y a un formulaire de candidature. Il faut aussi procurer la preuve de reconnaissance, soit de l'habilité ou de la certification, que ce soit une formation donc, diplômante ou qualifiante. Le curriculum vitae du coordonnateur du projet, la fiche pédagogique de la formation, liste des membres de l'équipe de projet, donc ça peut être les enseignants, mais aussi l'équipe technopédagogique éventuellement. Un budget prévisionnel, si vous avez, bien sûr, si vous souhaitez avoir un appui, donc ça c'est le budget pour la préparation de la formation, hein, pour la phase de préparation en particulier, et aussi un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet. Et tous ces éléments-là, donc ils sont déposés en ligne à travers une plateforme dédiée à ça, qui est la plateforme d'appel à projet. Donc actuellement, les appels à projets, bien sûr, ils sont clôturés. Donc normalement, en 2025, ils seront lancés comme d'habitude au début de l'année. Mais rien n'empêche, donc là, si vous avez donc, des besoins, si vous souhaitez déjà prendre connaissance d'une manière détaillée du contenu de ces documents-là, donc on est à votre disposition. Donc vous nous envoyez un email, vous nous contactez, et nous vous envoyons. Donc je passe maintenant au deuxième volet qui est le renforcement de compétences en éducation numérique. Donc ce volet-là, on l'a trouvé, c'est vrai que c'est un type d'accompagnement dans le cadre des appels à projets, au développement des catalogues, mais aussi c'est un service à part que vous pouvez bénéficier en dehors donc, de la soumission de la construction d'une formation numérique, qu'elle soit diplômante ou qualifiante. Donc je reviens très rapidement sur le processus qu'on a mis en place pour construire cette offre de formation, vraiment très rapidement. Donc là, on a finalisé les 5 étapes. Donc les 5 étapes qui sont, on a commencé par élaborer un référentiel métier compétences, formation. On a identifié suite à ça un premier lot de formation. Pour ces premiers lots de formation, on a produit des kits de formation numérique. On a organisé des formations pilotes, donc justement, afin de tester ces kits et surtout avoir des retours d'expérience pour améliorer. Et là, donc, ça nous a donné lieu à des kits de formation qui sont améliorés.
Donc le référentiel métier compétences, comme vous le voyez, nous a permis d'identifier les métiers cibles et le panel donc, de compétences à partir de lequel aussi on a sorti les programmes de formation. Bon, très rapidement aussi, voici les trois profils, c'est-à-dire les décideurs, les technopédagogues et les enseignants, formateurs universitaires. Je vais passer ce slide pour gagner du temps. Donc je passe donc directement. Donc, suite aux formations pilotes, voici donc, le catalogue de formation qu'on offre donc, actuellement et qui sera donc, très prochainement en ligne. Pour ce catalogue, il y a des formations qu'on a groupées ensemble sous forme de parcours, parce que vraiment, il faut suivre toutes ces formations pour atteindre les objectifs pédagogiques. Et il y a aussi des formations qui sont pour le moment des formations individuelles. Donc, le premier parcours de formation, il s'intitule « Concevoir et déployer une stratégie d'éducation numérique ». Donc, pour ce parcours-là, donc, il y a 4 formations. Élaborer donc, une stratégie d'éducation numérique et piloter sa mise en œuvre, ça c'est la première. La deuxième, c'est planifier et gérer donc, les projets technologiques. La troisième formation, c'est planifier et mettre en œuvre une veille sur l'éducation numérique. Et la quatrième formation, c'est évaluer un dispositif de formation numérique. Qui est le public cible? Donc, principalement les responsables en charge des volets stratégiques et pilotage numérique éducatif et les responsables en charge de l'ingénierie pédagogique et ou techno-pédagogique. Donc actuellement, cette formation ou ce parcours de formation est délivré totalement en présentiel. Il est sur 9 jours, donc vous voyez la répartition, donc 3, 2, 2, 2, 2. Ce sont des formations vraiment axées sur la pratique. Ce sont des formations, disons, à 90% donc du pratique sous forme d'ateliers, de cas, et ainsi de suite, d'exercices. Mais très prochainement, donc, on va aussi offrir donc, des variantes de ces formations pour s'adapter à tout le monde, des formats hybrides, où une partie sera en présentiel, une partie donc, sera en distanciel, que ce soit en synchrone ou asynchrone, et des formations et des modes donc, totalement distanciels, synchrone et asynchrone. Et justement, donc, dans cette lignée, on va mettre en place aussi, on va démarrer donc, prochainement la transformation de ce parcours sous forme de SPOC. Voilà, c'est-à-dire sous forme d'un MOOC privé. C'est certifiant, donc là, on est en train, on étudie, donc justement, voilà, donc on est en train d'étudier justement les modalités d'évaluation. Donc, peut-être qu'il y aura les deux formes, on est en train de voir ça. Et, il y aura une évaluation sommative. Donc, suite à cette évaluation sommative, on va délivrer une attestation de réussite et ne pas se suffire uniquement à une attestation de participation. Donc, le deuxième parcours de formation, il s'intitule Concevoir, médiatiser, animer une formation numérique. Donc justement, là aussi, on a 4 autres formations qui sont homogènes entre elles. Donc c'est la formation 1 concerne la scénarisation, la deuxième c'est la médiatisation des ressources, la troisième c'est la médiatisation des activités pour l'évaluation, et la quatrième c'est le tutorat, elle concerne le tutorat. Donc le public cible, principalement, ce sont les responsables en charge de l'ingénierie pédagogique et technopédagogique et les enseignants, donc formateurs universitaires. Les modes de délivrance, je ne vais pas me répéter, c'est la même chose. Donc elle est en présentiel actuellement. Elle est aussi prête en mode distanciel ou hybride et on va donc déployer ça sur les différents les 3 modalités donc, très prochainement. Donc il reste maintenant 2 formations pour le moment qui sont individuelles. Communiquer et sensibiliser à l'éducation numérique. Donc cette formation, elle concerne les 3 profils. Et une 10e et dernière formation, elle concerne l'administration d'un environnement du numérique d'apprentissage
Et là, elle concerne les responsables en charge de l'ingénierie pédagogique et technopédagogique, mais aussi d'une manière générale les administrateurs de plateformes pédagogiques de type Moodle. Donc ça, ce sont les 10 formations. C'est vrai que certaines formations sont organisées en parcours, mais là aussi, c'est flexible, donc ça peut être à la carte. Donc, par exemple, si je reviens très rapidement sur le parcours de formation 1, par exemple, la mise en place de veille ou l'évaluation du dispositif de formation numérique, donc ça peut concerner tous les publics identifiés, et donc ça peut être aussi donc, délivré à la demande d'une manière à part que dans le cadre de parcours de formation. Alors, un petit mot maintenant sur le déploiement. Donc ça, c'est le catalogue tel qu'il sera disponible donc, très prochainement. On a commencé quand même donc, le déploiement de l'offre de formation. Et ce déploiement, donc, je dois peut-être mentionner qu'il peut se faire sous deux formes. Il y a un déploiement qui est destiné aux bénéfices des établissements membres de l'AUF, c'est-à-dire les acteurs qui font partie, qui sont membres de l'AUF, donc ils peuvent participer ou prendre part donc, à ces formations. Mais il y a aussi donc, ces formations, on les offre aussi dans d'autres cas, dans un cadre contractuel ou dans le cadre donc, de projets et qui ne se comprennent pas nécessairement donc, des établissements membres de l'AIE. Donc par ailleurs, on a une expérience vraiment qui est une réussite qu'on a menée l'année dernière. Ça c'est un projet d'appui à la réforme de la justice. Donc pour ce projet, on a formé 27 personnes pendant 17 jours de formation et 15 jours d'accompagnement. Donc l'objectif c'est de développer des formations sur les thématiques qui sont liées donc, à la justice et tout ce qui tourne autour, pour des personnels du ministère de la Justice tunisien, du tribunal administratif et de l'Institut supérieur de la magistrature. Et donc l'objectif c'était vraiment, il a été atteint, c'est que ces différentes instances donc, avaient des formations en présentiel et elles sont parties à la fin donc, de cette action avec leurs formations qui sont totalement numériques et qui sont donc exploitables de suite. Donc ça, en ce qui concerne donc, le catalogue des formations, ou des formations éthiques ou ce qui concerne le renforcement de compétences. Donc le conseil d'expertise et l'assistance technopédagogique aussi, on peut les offrir aussi donc, en dehors des appels à projets. Donc très rapidement, donc, pour ce volet, on peut vous accompagner pour tout ce qui est analyse de besoins, élaboration de stratégies de numérique éducative, choix des outils, l'ingénierie technopédagogique, mise en place d'environnements et de plateformes numériques et d'apprentissage, et aussi vous donner un accès ou mettre à votre disposition au réseau d'experts de l'AIE. Au-delà du conseil de l'expertise, il y a aussi le volet assistance de tous les jours, et donc là, il y a donc des supports technopédagogiques, donc il y a aussi donc le support technique, soit les enseignants ou même les étudiants qui nous appellent, nous envoient des emails pour nous dire, donc là, l'enseignant par exemple, il veut mettre un cours sur telle forme, ou l'étudiant par exemple, il veut y accéder pour faire un examen et tout ça, donc ça c'est de l'assistance, ça c'est le volet assistance, et il peut aller même au-delà du simple coup de fil ou d'un simple email jusqu'à aller aux accompagnements personnalisés. Et là, ce sont les établissements membres, que ce soit enseignants et étudiants ou même personnel technopédagogique, mais aussi les structures de l'AUF qui bénéficient de ça, que ce soit donc les CEF ou les CNF. Le quatrième volet, on a dit déjà au quatrième volet, concerne la recherche et l'innovation. Donc, bien sûr, spécifiquement dans le domaine des technologies éducatives et de la pédagogie numérique. Aussi là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je commence toujours, quelles sont nos activités, qu'est-ce qu'on fait? Donc,
Pour le premier axe, on veut vraiment favoriser la recherche et l'innovation dans le domaine des technologies éducatives, dans la francophonie scientifique. Et là aussi, on le fait à travers des appels à projets. On va sélectionner donc des projets. Ce sont des appels à projets thématiques. Je vais vous donner plus de détails sur les deux appels à projets qu'on a lancés en 2023 et 2024. Et on sélectionne des projets qu'on va appuyer. Et je vais aussi donc vous parler un peu des types d'appui qu'on procure. Mais il y a aussi, au-delà donc de ce soutien, donc il y a aussi un deuxième axe qui concerne donc la valorisation déjà des innovations existantes et des résultats de recherche, mais aussi donc l'encouragement ou le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Et pour ça, donc, nos deux principales activités, c'est on a organisé une manifestation scientifique internationale annuelle, mais aussi donc, on organise donc, des webinaires. Donc je vais commencer par les appels à projets. Donc les appels à projets pour 2023, je vais commencer par 2023 et après donc, je vais parler de 2024. Donc pour 2023, la thématique principale, c'était la rénovation des dispositifs de formation de l'AEF. Donc ça, c'était la thématique, puisque j'ai dit que ce sont des appels à projets thématiques. Donc la thématique de 2023, c'était la rénovation des dispositifs de formation de l'AEF, qu'elles soient donc, des formations qualifiantes ou diplômantes. Donc il y avait un projet pour les formations, pour la rénovation des formations qualifiantes, et il y avait un projet pour la rénovation donc, des formations diplômantes. Donc l'objectif général, donc justement, c'est de répondre aux défis de l'internationalisation, la transformation numérique et pédagogique et l'imitation du marché du travail. Donc ça c'est l'objectif général, donc il rejoint les objectifs donc, et la mission de l'EFIC de l'AEF. Les objectifs spécifiques, c'est d'accroître l'intégration des innovations pédagogiques numériques, c'est ce qu'on veut, renforcer la qualité des apprentissages et de l'employabilité, mais aussi valoriser les résultats et enrichir donc, le paysage des publications scientifiques dans la francophonie, en langue française, donc bien sûr. Donc maintenant, je passe pour l'appel à projet 2024. Donc, comme pour les appels à projet pour les formations, l'appel à projet aussi il est lancé dans le premier trimestre de l'année. Pour cette année, la thématique, vraiment, on ne peut pas en échapper, ça a un lien avec l'intelligence artificielle, et donc justement la formation numérique à distance à l'ère de l'intelligence artificielle. Comme pour l'appel 2023, il y avait donc deux composantes. Donc la première composante, elle concerne la production d'un kit de formation sur l'intelligence artificielle et ses applications dans le domaine de la formation numérique à distance. Et donc justement, ce kit, il va enrichir l'offre de formation de l'EFIC, donc une formation de plus, déjà. Et la deuxième composante, donc c'est le développement donc, de modules applicatifs sous forme de plugins greffant Moodle, bien sûr, avec l'intelligence artificielle appliquée à la formation numérique et à distance. Donc ça, ce sont les deux composantes pour l'appel 2024. Donc l'objectif général ici, c'est renforcer la qualité de l'apprentissage et l'employabilité, qualité de l'apprentissage, aussi l'expérience d'apprentissage des apprenants, donc c'est très important, surtout avec la composante 2, et l'employabilité des diplômés. L'objectif, l'autre objectif aussi, l'objectif spécifique, c'est de promouvoir une utilisation, mais pas n'importe comment, efficace, éthique et responsable, sont des questions d'actualité de l'intelligence artificielle dans le dispositif pédagogique au sein de la francophonie scientifique. Donc cet appel à projet, bien sûr, il est clos le 2 mai. On n'a pas encore, les délibérations n'ont pas encore eu lieu, ça va être la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais là, quand même, il a peut-être, il y a des chiffres qui, peut-être qui sont assez intéressants, assez parlants, en termes de représentativité au niveau de l'Afrique du Nord.
Comme j'ai dit, il y a deux composantes. Donc vous voyez, là ce sont les dossiers. Au total, il y avait 21 dossiers qui ont été présentés pour cet appel à vie. C'est vraiment une réussite hein, parce qu'on n'a pas eu beaucoup pour le premier appel. Donc là, on a passé pratiquement de 3 dossiers à 21 dossiers. Donc ça, c'est un saut. Et donc, vous voyez, il y a 7 pour la composante 1 et il y a deux établissements donc, marocains qui ont déposé donc, des projets pour développer un kit de formation sur l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, 2 sur 7, c'est déjà bien. Donc sinon, il y avait un établissement de l'Afrique centrale et Grands Lacs, des Amériques, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe occidentale. C'est encore mieux pour la composante 2. Hein. Donc pour tout ce qui est développement de plugins, donc pour tout ce qui est développement de plugins Griffon modèle, donc là vraiment, donc vous voyez sur 14 dossiers, il y avait 7 dossiers qui ont été soumis par l'Afrique du Nord. Hein. C'est 50% à peu près. Et parmi ces 7 dossiers, il y a 7 dossiers du Maroc et 2 de la Tunisie. Donc sinon, il y a 3 dossiers de l'Afrique centrale et Grand Lac, un dossier de l'Afrique de l'Ouest, 2 dossiers de l'Afrique de l'Ouest, un de Burkina Faso et Sénégal, un des Amériques, Canada et un des Caraïbes qui provient de Haïti. Donc très rapidement, dans le cadre de ces projets, quel soutien pouvait donc, quel est l'appui de l'AUF? Il y a un appui financier, donc là, donc jusqu'à maintenant, cet appui financier peut prendre plusieurs facettes. Donc, il peut être utilisé pour les frais de personnel, des allocations pour les jeunes chercheurs, pour des frais, si vous avez besoin vraiment de prendre donc des experts ou de la consultance professionnelle et faire des enquêtes terrain, pour l'acquisition d'outils et de licences logicielles et de ressources pédagogiques documentaires nécessaires au projet, mais aussi donc si vraiment il y a des dépenses à faire pour la partie donc valorisation des résultats de ces projets. Alors, donc je passe maintenant à la manifestation scientifique, au deuxième volet dans l'axe RI, qui concerne plutôt la valorisation des résultats et des innovations. Donc là, ça c'est un petit aperçu sur le programme de la manifestation scientifique 2023. Donc il y a eu lieu le 7 et 8 décembre 2023. Il y avait donc des experts internationaux vraiment de différents pays. Donc vous voyez donc, les thématiques, je ne vais pas les lire pour gagner le temps. Donc sinon, la prochaine édition de ce colloque, qui était vraiment une réussite pour la première édition, donc sera pour le 27 septembre 2024, toujours à Tunis, et il sera couplé avec la célébration du 20e anniversaire des FOAD, donc le 26 septembre. Pour terminer avec le volet RI, là ce sont 2 webinaires qu'on a organisés. Donc, qu'est-ce qu'on offre? Donc, ça c'est un service quand même. Donc, nous organisons nous-mêmes le webinaire, mais nous assistons aussi donc, à l'organisation du webinaire. Donc, il y a par exemple le RIFIA. On a collaboré avec le RIFIA, on a offert la plateforme et on a offert donc, aussi la gestion du webinaire pour organiser le webinaire sur l'IA génératif avec le RIFIA le 30 avril. Donc sinon, pour la première édition de donc la Journée internationale de l'apprentissage numérique, on a aussi organisé donc, un webinaire le 19 mars. Donc ça c'est une nouvelle journée qui est célébrée pour la première fois, qui a été donc, instaurée par l'UNESCO. Donc je passe au dernier volet, le laboratoire multimédia pédagogique. Donc en fait, c'est quoi ce laboratoire? Donc c'est un studio d'enregistrement vidéo tout en un qui offre une totale autonomie, ça c'est important, à l'utilisateur pour réaliser lui-même
ces enregistrements et de repartir avec ces vidéos dans la main. Il permet de réaliser de manière scénarisée, c'est important scénariser parce que c'est vraiment très recommandé donc, de préparer son scénario à l'avance avant de venir enregistrer. Hein. Voilà. Donc, on peut faire la captation donc, de l'image animée, l'incrustation d'autres éléments, quelques d'autres vidéos, ce sont supports de formation, des images de fond, même de la réalité augmentée avec des objets donc, réels. Et aussi, donc, il y a des fonctionnalités basiques de montage, mais qui sont souvent donc, suffisantes pour ce type de travail. Donc ça, c'est la photo du laboratoire à Tunis. Réellement, qu'est-ce qu'il contient? Donc il y a une caméra robotisée, des éléments clés. Il y a un écran tactile pour la présentation en temps réel, l'utilisation des prompteurs et commander les studios. Il y a un fond vert avec trépied réglable, et il y a des éclairages LED, donc avec trépied réglable, deux micro-cravates et des périphériques. Clavier sans fil avec touchpad, télécommande de présentation. Donc ça, qu'est-ce qui contient le laboratoire multimédia Kibali. Donc maintenant, quels sont les services qui sont offerts? Donc ça, peut-être c'est le plus important. Quels sont les services qui sont offerts par ce laboratoire multimédia pédagogique? Donc principalement, ces services sont destinés aux enseignants formateurs d'établissements membres, c'est-à-dire des acteurs d'établissements membres de l'AUF, mais ça n'empêche pas que les autres peuvent en bénéficier, mais avec des conditions qui sont un peu différentes. Ce n'est pas avec un accès gratuit, mais pour les acteurs d'établissements membres, donc l'accès il est gratuit, donc ça c'est la première chose. Donc la deuxième chose, même si vous ne connaissez rien du manipulation du NLP, donc on vous propose sur place une petite formation de prise en main, donc qui est très rapide pour que vous soyez donc autonome. Et en plus de cette formation, aussi un accompagnement, donc un accompagnement personnalisé. Donc même si vous avez besoin de quelque chose, normalement la formation est suffisante pour être autonome, mais on reste aussi donc à l'écoute et il y aura toujours donc une personne donc, à laquelle vous pouvez revenir si jamais évidemment vous avez besoin donc, de quelque chose. Comme j'ai dit, normalement, suite à cette formation, donc, vous serez autonome, hein, sans besoin d'une équipe de tournage ou de montage, si c'était le cas pour les studios traditionnels. Mais quand même, l'accompagnement, donc, il reste aussi à votre disposition. Donc, vous avez la possibilité d'incruster en temps réel différents types de supports sous différents formats. Utilisez un prompteur pour vous guider dans votre narration. Vous avez aussi à votre disposition, et là on ne peut pas échapper à l'intelligence artificielle, donc une boîte à outils d'intelligence artificielle qui vous sera très utile, parce qu'elle va vous permettre donc, de l'IA génératif, donc générer du texte, des images, des transcriptions vocales, du doublage, et ainsi de suite. Vous avez aussi, donc, au-delà de ces éléments, la possibilité donc, de faire des live streaming, mais aussi même de faire des réunions virtuelles. Hein. C'est beaucoup plus peut-être intéressant, puisque au-delà de l'utilisation classique de Teams et autres, là, c'est vraiment, vous êtes avec le gestuel, donc tout le monde peut voir comment, vous savez, donc, votre gestuel, vos mouvements de main, c'est beaucoup plus peut-être proche de la réalité plus conviviale. Et pour terminer, donc votre vidéo, dès que vous avez enregistré, il n'y a pas besoin vraiment de faire un montage professionnel ou autre. Hein, avec une simple clé USB, par email, vous pouvez donc avoir tout de suite votre vidéo qui est prête à l'emploi à la fin de l'enregistrement. Donc ça, les principaux services sont offerts par le NLP. Donc je termine avec ce slide, donc juste pour rappeler ce que je viens de dire. Donc c'est la salle que dans 2 semaines, il y a une formation avancée sur l'utilisation du laboratoire pédagogique multimédia avec intégration de l'IA. Donc il y aura donc des
participants de toutes les régions, là où il y a donc des rapid groupes, et qui, c'est la formation, disons, des experts, des formateurs, qui se feront donc jouer le rôle de référent lorsqu'ils vont revenir donc, dans leur pays ou dans leur région, justement pour former d'autres référents ou d'autres utilisateurs qui les accompagnent.